tous, soyez les bienvenus pour cette 3e tournée du Café littéraire, une saison placée cette année sous le signe des rêves. C'est le thème du 40e salon, Rêve général. Alors un thème que nous allons décliner chaque jour ici dans cette émission avec nos invités. Rêves affirmés pour trouver sa place, rêve d'indépendance pour s'émanciper, rêve exutoire pour s'échapper ou rêve cauchemardesque. Et aujourd'hui, nous invoquerons la puissance des rêves. Face aux épreuves de la vie, souvent, le rêve et l'imaginaire sont parfois de véritables ressources. Voilà la trame qui traverse les ouvrages de nos 4 auteurs que nous recevons aujourd'hui. Marie Desplechin, bonjour, soyez la bienvenue. Vous êtes ici pour le fantôme de Suzanne Fougère, à l'École des loisirs. Un fantôme vieux de 105 ans qui a des choses à demander à Inès, une jeune urbaine de notre époque, une plongée dans l'histoire de France du début du XXe siècle. On est ravis de vous recevoir. Alors, à l'occasion du 40e salon, on vous a demandé 3 petits termes, adjectifs ou verbes pour célébrer le salon. Qu'avez-vous choisi, Marie ? Je sais pas. On fait un petit tour, on vous laisse réfléchir. Laissez-moi réfléchir, ce Allez, sera mieux. allez, on vous laisse réfléchir. Du roman au théâtre avec vous, Antonio Carmona, pour Les hamsters n'existe pas aux éditions théâtrales jeunesse. Pourquoi le papa de Baptiste, 7 ans, a-t-il fait disparaître son hamster, Bubule, avec qui il vit une véritable passion? Une pièce tendre et touchante sur le deuil, mais pas celui auquel on pense. Soyez le bienvenu. Alors, on vous a demandé de plancher, vous aussi, sur 3 adjectifs. Vous êtes un bon élève, donc vous allez pouvoir me dire... Oui, j'ai mes 3 mots. Pour moi, ce serait découverte, fête et rencontre. Du théâtre à la BD, avec vous, Laurent Galandon, pour Retour à Tomioka aux éditions Jungle, l'aventure d'Osamu et de sa sœur, 2 orphelins qui sont prêts à affronter tous les dangers pour déposer l'urne funéraire de leur grand-mère au cœur de la région interdite de Fukushima. On est ravis de vous avoir avec nous. 3 adjectifs, termes pour ces 40 ans. Oui, bonjour. Alors, moi j'ai choisi passerelle, partage. Et puis pour le dernier, j'avais une petite hésitation, mais comme on est sur le 40e, c'est un bel âge quand même, 40e salon. Et j'ai choisi résistance. Nous finirons ce tour de table avec vous, Mélissa Morin. Vous nous invitez au royaume de Ticton avec le premier volume, Les reliques des morts vivants. Alors Thomas parle peu, il porte un casque sur la tête et promet à ses copains de galère de partir avec lui à la découverte d'un monde parallèle. On est très content de vous avoir avec nous aussi. 3 noms, adjectifs pour célébrer le salon et son 40e anniversaire. Oui, bonjour. Donc moi j'ai choisi vivant, effervescent et dissident. D'accord. Le café littéraire ne serait pas ce qu'il est sans la présence d'un jeune journaliste à mes côtés. Et aujourd'hui, c'est Riwan qui a 12 ans, qui a lu, qui a travaillé. Vous voyez, il a plein de notes devant lui. Un vrai journaliste. Riwan, je suis ravi de passer ces 50 minutes avec toi. Comment vas-tu ? Ça va et vous ? Moi, ça va très bien. Quand on est bien entouré comme ça roule toujours. Alors, raconte-moi, quel genre de lecteur es-tu ? Moi, je lis plus des BD. Des BD avec les images, j'aime bien. D'accord. Et les romans, un peu ? Moins. Bon, mais tu as tout lu, là, on est d'accord ? D'accord. Oui, Garde oui. bien ton micro. D'accord. Tu viens de où exactement ? Raconte-nous. Je viens du collège Anatole France à Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Ouais. D'accord. Et tu as travaillé avec... Comment tu as travaillé pour récupérer toutes les questions Raconte-nous un petit peu. On a travaillé en classe avec tous les élèves qui ont lu les livres. Et après, de mon côté, j'ai réfléchi à quelques questions. D'accord. Et puis, on les a un petit peu agencés aussi. Oui. Voilà. En tout cas, je suis ravi parce que je sais que tu as beaucoup bossé. Donc, on va voir, on va écouter les réponses à toutes les questions que vous posez, toi et ta classe. On commence avec Marie Desplechin. Tu es d'accord ? D'accord. Ok. Alors, Marie Desplechin, du coup, le fantôme de Suzanne Fougère à l'École des loisirs. Vous êtes écrivaine, vous êtes scénariste, vous êtes journaliste, vous êtes militante. Écolo, Marie, militante tout court. Militante tout court, oui. Ouais, militante tout court. Marie Desplechin, vous avez écrit une 100aine de bouquins. Pareil.
Vous naviguez entre littérature adulte et jeunesse. Et en 2020, vous avez quand même reçu la grande ours du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse pour avoir, ça je trouve ça très beau, marqué durablement la littérature jeunesse. Vous avez retrouvé vos 3 mots pour les 40 ans ou pas? Oui, alors j'avais enfance, quand même facile. J'avais chaleur, parce qu'il y a toujours un moment où il fait beaucoup trop chaud sur ce salon. Et j'avais mis désir, parce que ça, voilà, ça éveille le désir de tout un tas de trucs. Voilà, ça va? Vendu. Riwan, alors, est-ce que tu peux nous résumer le fantôme de Suzanne Fougère, de Marie Desplechin? Donc, les fantômes de Suzanne Fougère, c'est l'histoire d'une adolescente qui va séjourner chez ses grands-parents pendant Halloween. Mais juste avant la soirée, elle entend une voix, donc elle se sentit mal. Elle voulait rentrer chez elle pour fuir la voix. Mais quand elle rentre chez elle, elle l'entend encore. Et en fait, elle avait plus peur parce que c'était devenu son amie. Et en fait, la voix, c'était Suzanne Fougère, qui est un fantôme. Et Suzanne Fougère, elle a demandé à l'adolescente de l'aider à retrouver sa mère. Voilà. Alors, qu'en as-tu pensé? Franchement, moi, j'ai aimé. Enfin, les romans, du coup, c'est pas un livre que je lis souvent. Mais franchement, là, j'ai bien aimé l'histoire et que Inès, elle aide Suzanne Fougère à retrouver sa mère. Alors, on y va. Ta première question. Donc, quelle est votre source d'inspiration? Est-ce que vous vous baladez dans les cimetières? D'abord, les cimetières, et c'est aussi un souvenir d'enfance, c'est des endroits géniaux. Et quand on va à l'étranger, c'est très bien. Peut-être les adultes ici en ont l'expérience d'aller visiter les cimetières. Parce qu'en fait, les morts, ils sont pas loin de nous, ils sont tout près de nous, on vit avec eux. Toute personne, même dans les récits de ses parents, des gens qu'on n'a pas connus. Le monde, il est bien plus grand que celui qu'on voit autour de nous tous les jours. Et dans ce monde-là, il y a nos ancêtres, nos histoires, nos morts. Et voilà. Moi, j'ai toujours vécu dedans, je pense, depuis que je suis petite. Et c'est mieux comme ça. D'accord. Et combien de temps vous a fallu pour écrire l'histoire? Ouais, je sais pas. Je sais jamais. Vous savez, vous, combien de temps vous mettez pour écrire un livre, les collègues? Oui. Ah oui. C'est vrai? Non, je sais pas, ça a dû traîner entre 6 mois et 1 an, ça a traîné. Et du coup, est-ce que Suzanne Fougère, elle existe? Elle n'existe pas en tant que Suzanne Fougère, mais mon arrière-grand-mère, que j'ai jamais connue, mais que j'ai l'impression de très bien connaître parce que m'a raconté mon père, s'appelait Suzanne. Et je pense que je vis une partie de ma vie avec elle. Vous pouvez imaginer ça, vous avez peut-être ça, vous, non, de vivre avec des gens qui sont des gens immatériels, qui sont des gens d'histoire, de récits, de souvenirs. Et par exemple, cette Suzanne, pour moi, elle existe. Est-ce que c'est une source d'inspiration, ça? Oui. Et après, moi, à l'âge que j'ai 65 ans, quand j'étais petite, mes grands-mères, elles me parlaient de la guerre de 14, où elles pleuraient. Quand elles se souvenaient de ce qui s'était passé dans le Nord, l'invasion, tous les hommes qui étaient partis, aucun n'était rentré. Quand elles racontaient l'histoire de mon grand-oncle qui était mort à Verdun en 1916. Il y a encore des lettres de ses amis qui écrivent pour demander de ses nouvelles. Et donc, pour moi, c'est assez présent. En fait, les 110 ans, ils ne sont pas très loin. Et si je le raconte à mes propres enfants, ce sera proche pour eux, dans le récit. Si vous demandez à vos parents, à vos grands-parents de vous raconter l'histoire de la famille, ça va être proche. Le temps va se réduire. Ça va comme réponse ou c'est formidable. Il faut rappeler que vous êtes issu du nord de la France. Exactement, près de la Belgique, oui, quasi belge. Voilà, qui a connu, au niveau des batailles là-bas. Chaque fois envahi, chaque fois occupé. Voilà. Notamment des grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Les grandes batailles, c'était dans les... Oui, enfin, un peu plus bas, un peu plus haut, Ypres et la Somme. Mais entre deux, il y a les villes. Et les villes étaient envahies, occupées. Les occupants habitaient la maison. Et puis, prenaient tout ce qu'il y avait, en fait. En 14, les gens sont morts de faim autour de l'île. Voilà, une région marquée par... ça a très marqué, ouais. Et du coup, on voulait savoir, est-ce que Suzanne Fougère, elle a un lien avec le château de Fougère qui est hanté? Ah non, alors là, ça c'est vraiment trop bien. Ou alors un lien inconscient, mais j'y ai pas pensé du tout. Bravo. Vous connaissez le château de Fougère? Moi, je ne connaissais pas. Non, moi non plus, mais je vais me renseigner. Si, apparemment, c'est un château hanté, c'est ça, Riwan? Oui. Ouais, vous êtes branché sur les fantômes et les châteaux hantés avec votre classe? Oui. Ouais. D'accord. Mais peut-être que j'y ai pensé inconsciemment. Tu sais, on ne le pense pas clairement, mais on a entendu dire une fois, il y a longtemps, que c'était un château hanté. Et quand tu cherches un nom, le nom, il revient.
Et on voulait savoir, vu que vous écrivez des livres pour les adultes et les enfants, c'est quoi les différences d'écriture? Je ne pense pas que ce soit vraiment une différence d'écriture. C'est super compliqué comme question. Peut-être un enfant, tu vas te poser plus de questions sur le mot qu'il va comprendre ou pas. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait des mots qu'on ne comprenne pas, mais il ne faut pas qu'il y en ait 50 par page. Donc, pour faire une écriture qui soit lisible, qui ne mette pas tout le temps des barrières à la lecture. Par exemple, je pense à toi qui n'aime pas tellement lire les romans. Je n'ai pas envie d'écrire une histoire qu'au bout de 2 pages, tu te dises oh non, là, je voudrais faire une chose à la fois belle et à la fois accessible. Ça, peut-être, c'est une différence dans l'écriture. Et alors, comment on fait ça? Comment on y arrive, ça? Beau et accessible, ça paraît très simple. Hein. Ben, beau, on se le dit à haute voix, donc on voit bien si c'est beau ou pas beau. Ça sonne, hein, c'est comme de la musique. Hein. Donc on entend les mots, ils ont des couleurs. Hein. Les A, c'est rouge, par exemple. Moi, je trouve les E, c'est beige. Donc des fois, il faut que ça sonne, des fois, il faut que ce soit doux. Après, il y a les virgules qui permettent comme un rythme. Après, les mots, ils ont 1 ou 2 ou 3 syllabes, c'est pas pareil. Ça, vous le savez si vous écrivez des chansons. Voilà. Donc tout ça, ça fait beau. Et on s'en rend compte en se le disant à haute voix. Moi, quand j'écris, et vous aussi, j'imagine, on se répète ce qu'on dit à haute voix. Mais est-ce que c'est ce que vous faites? Alors bon, j'imagine vous, Antonio, le théâtre, naturellement. Mais vous, en BD, par exemple, c'est autre chose. Ça lire, vous répétez les dialogues à haute voix pour voir comment ils sonnent. Ouais, allez-y, Marie. Moi, je me les répète pas à haute voix, mais finalement, pendant que je travaille mon récit et que je dessine, j'entends des voix. Donc c'est presque quelque chose de fantôme finalement. Mes personnages deviennent vivants, complètement vivants. Et c'est comme si, quand je travaille sur la BD, je passe dans une sorte de monde parallèle. Et là, tout existe, tout est vivant, tout a une voix. Chacun de mes personnages a sa voix propre, son rythme, sa façon de parler. Oui, je pense que c'est assez ça. Moi, je serais plutôt sur les situations. C'est-à-dire qu'en fait, si j'écris une situation où j'espère qu'elle va transmettre de l'émotion, il faut d'abord que je sois le premier à la vivre. Si à la relecture, que ce soit la situation ou les dialogues, ça provoque pas chez moi un petit hérissement de poil, je me dis que si ça marche déjà pas chez moi, il y a la probabilité que ça marche chez le lecteur n'y sera pas. Donc voilà, c'est quelque chose autour de ça. Marie Desplechin, un fantôme, c'est formidable, un fantôme. Ça permet plein de choses, en fait. Ça peut effrayer, mais vous, c'est pas l'option que vous avez prise. Pas qu'un peu au début, mais assez vite, c'est pas un fantôme effrayant, Suzanne. Non, mais en fait, je vois pas pourquoi les fantômes. Enfin, si, je vois pourquoi ils sont effrayants, mais c'est pas. D'abord, ça a été très exploité, et puis c'est pas une émotion qui m'intéresse tellement, la peur. Il y a d'autres gens qui font ça très bien. Moi, je sais pas le faire. En revanche, cette espèce de monde à côté du monde ou de monde qui agrandit le monde, il est plutôt amical. Et moi, j'aime bien cette idée justement que les morts, ils sont là, mais en fait, ils sont gentils. Pourquoi voulez-vous qu'ils reviennent nous embêter? Ils en ont rien à faire de nous embêter dans le fond. S'ils sont là, et ils vont plutôt avoir envie de nous regarder, de partager notre vie, de voir comment on évolue. Peut-être mon arrière-grand-mère, elle est plus intéressée de me voir vivre que de me faire peur la nuit. Et alors, ça permet aussi, dans ce livre, ce fantôme, de relier le passé au présent, l'histoire passée avec ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a plein de passerelles grâce à ce fantôme, en fait. Oui, mais ce fantôme, il dit un truc qui est assez vrai, c'est le présent, ça n'existe pas. Le présent, c'est la somme de tout ce qui s'est passé et vous essayez de l'attraper, mais ça passe aussitôt et ça va vers le futur. Donc en fait, dire qu'on vit au présent, c'est presque un non-sens. On vit que avec du passé, avec des éléments du passé, avec une langue du passé qui va vers le futur. Donc ça, c'est bien aussi, ça marche bien avec l'idée des fantômes. Cette idée qu'on est toujours en mouvement et que plus on en sait sur l'amont de la source, plus ça va bien se passer. Est-ce que toi, par exemple, Riwan, on parle du passé dans ta famille, autour de toi, d'où viennent tes parents, tes grands-parents? Est-ce que c'est des discussions que tu peux avoir sans rentrer dans ta vie privée, hein? Moi, j'ai ma grand-mère qui me raconte pendant la guerre d'Algérie, Ouais. ce qui s'est passé, ce qu'elle a vécu, les histoires qui sont très tristes. D'accord. Et après, ils nous racontent, nos grands-parents, ils nous parlent beaucoup de notre passé, nous raconter comment c'était avant et que maintenant ça a changé. Est-ce que tu aimes bien qu'on te raconte ces histoires du passé, de la vie, de l'enfance et des moments difficiles?
Bah oui, pour connaître ce qui s'est passé avant que je naisse, ce qui s'est passé dans ma famille, ce qu'ils ont vécu. Et est-ce que tu aimes bien comme histoire? Parce qu'en fait, ça marche comme des fictions. Moi, je me souviens, mes parents, mes grands-parents, c'est des fictions, non? Oui, oui, moi j'aime bien, c'est pertinent, c'est franchement quand ils racontent, en fait, on dirait qu'on vit le moment. On parle aussi dans le fantôme de Suzanne Fougère de la quête d'identité, ça aussi. C'est de la part de Suzanne Fougère, elle veut savoir qui sont ses parents, qui est sa mère. Oui, oui, bien sûr. Je pense que c'est une question qu'on se pose tous et qu'on se pose. Il y a mille moyens de chercher. C'est-à-dire, il y a les parents qui peuvent raconter, les grands-parents, si on a la chance de les avoir et qui parlent. Et après, même, il y a nos noms. Par exemple, ça, c'est un truc rigolo. Dans une classe, tu demandes à tout le monde le prénom et le nom. Et à partir de ça, on peut retrouver. On fait de l'histoire, on fait de la géographie, on plonge dans le passé. On imagine tous les arbres qui nous relient à travers le temps. C'est trop bien. Yoann, une dernière question pour Marie? Est-ce qu'il y a-t-il des histoires réservées qu'aux adolescents ou que pour les adultes? Sacrée question, ça. Je pense pas qu'il y ait des histoires réservées que pour les adultes, mais il y a des manières de les raconter qui sont que pour les adultes. C'est pas du tout pareil. Enfin, c'est vraiment, il y a une vraie différence. Ce serait long à expliquer, mais moi, en tant qu'adulte, et pouvoir écrire pour les deux types de gens, c'est pas pareil. Je pense pas à mon lecteur de la même façon. J'ai pas envie de lui dire les mêmes choses. J'ai pas envie de l'assommer de la même façon ou d'être gentil avec lui de la même façon. J'ai pas le même rapport à lui. Donc ouais, ça change. Vous utilisez d'autres couleurs, si j'ai bien compris. On peut dire comme ça. Antonio Carmona, les hamsters n'existent pas aux éditions théâtrales. Alors Antonio Carmona, vous êtes acteur, vous avez été clown. Oui, surtout clown en fait. Surtout oui. clown. Alors quand on dit on a été clown, on pense des fois le nez rouge, etc. Est-ce qu'on est là-dessus ou pas vraiment? Non, on est plutôt sur du clown de théâtre comme Charlie Chaplin, les Monty Python, voilà, plutôt cet univers-là. Riwan, Monty Python, ça te parle pas? Charlie Chaplin, oui. Non. Charlie Chaplin quand même. Charlie Chaplin, je connais de nom, mais, Ouais. mais je connais pas vraiment l'histoire. D'accord. Oui, Mr Bean, Mr trop bien. Bean, ouais, Super. très bien. Trop Ouais, bien. ouais, complètement. Dont vous avez fondé en 2012 la compagnie Si Sensible, dont vous assurez l'écriture des spectacles. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Les hamsters n'existent pas est votre 6e pièce. Et vous menez aussi des ateliers d'écriture et de mise en voix. Vous pouvez me dire, c'est quoi des ateliers de mise en voix? Oh, bah, c'est assez simple, c'est-à-dire que comment mettre debout un texte, c'est-à-dire des ateliers de lecture à voix haute où assis à son bureau, les élèves, à leur bureau, les élèves lisent, jouent avec leurs émotions, avec les mots de mes histoires. Voilà. C'est du théâtre, mais assis à son bureau. D'accord. Ça te dirait, toi, Riwan, de participer à ce genre d'atelier? Je pense, oui. Alors vas-y, raconte-nous l'histoire, résume-nous un petit peu l'histoire des hamsters n'existe pas, d'Antonio. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Baptiste, qui a un hamster qui s'appelle Bubule, et il l'aime beaucoup, mais il a des parents séparés et il vit avec son père. Un jour, pendant la nuit, le père du petit garçon décide de terminer la vie de son hamster. Le petit garçon, il voit ça de ses propres yeux et il se met à pleurer sans faire de bruit, sinon il va être démasqué. Les jours suivants, le père fait comme si de rien n'était, mais les deux se rapprochent beaucoup. Le père a fait ça pour avoir une relation père et fils. Et pour dévoiler un secret, alors on le dévoilera pas. Ouais, ouais. Ça, on va le garder. Qu'est-ce que tu en as pensé, Riwan? Ben, moi, j'ai bien aimé. L'histoire, elle était émouvante. Que son père, il fait quelque chose qui blesse son fils, mais au final, pour avoir une relation avec lui. Mais je pense que ça serait encore mieux pour de le voir en vrai, dans le théâtre. Alors vas-y, on écoute ta première question, Antonio. Donc, d'où vous est venue l'inspiration pour écrire cette pièce? Alors, chaque fois que j'écris un livre, il y a toujours une part de moi. Ça vient toujours d'un souvenir ou de quelque chose que je sais dans mon cœur. Et moi, quand j'avais 3 ans, j'ai vu mon père, c'est tout bête, hein, mais j'avais une tétine et j'ai vu mon père jeter cette tétine dans une marmite d'eau bouillante et ma mère refermer la marmite avec le couvercle. Et pour moi, ça a été traumatisant. Ça m'a traumatisé parce que je me suis dit, mes parents sont des ogres et des sorcières qui ont tué ma tétine.
Et j'ai mis 4 ans avant d'oser en reparler à mes parents. Je savais ce qu'ils avaient fait, mais j'ai jamais osé en reparler tellement j'ai eu peur d'eux à partir de là. D'accord. Et j'ai juste transformé cette histoire en quelque chose de plus grave. C'est pas ma tétine, là, c'était un hamster. Ok. Et voilà, c'est vraiment ça qui était la base de l'histoire. Et pourquoi avoir choisi la forme théâtrale pour raconter cette histoire? Pourquoi la forme théâtrale? Parce que voilà, comme j'ai un passé de clown, je viens du monde du théâtre, donc c'est peut-être voilà, je pense plutôt en scène de théâtre, même si maintenant j'ai aussi écrit un roman, donc je change. Mais c'est la première forme qui me vient dans ma tête. Je vois les images comme sur une scène de théâtre. Et pourquoi avoir choisi cet animal? Est-ce que le choix de l'animal, il est important ou pas? Non, là je... Si ça avait été un Rottweiler, c'était plus compliqué peut-être. Ouais, si ça avait été un chat, ouais, ça aurait pas été pareil. J'avais besoin que ce soit un petit animal. Voilà. D'accord. Donc en soi, l'animal, il représente un peu la tétine. Oui, après je l'ai plus pensé comme ça, mais oui, mon geste ça a été le souvenir de la tétine, et après j'ai vraiment inventé. D'accord. Et qu'apporte le personnage américain John? Et Alors il faut expliquer qui est John. Je le dis moi ou tu veux le dire toi? Oui. Donc dans la pièce, John c'est le beau-père du petit garçon, et c'est surtout un gars qui veut devenir champion de hula hoop. Et qui est très drôle, et pour moi c'est vraiment le clown de l'histoire. Il apporte le contrepoint à cette histoire qui pourrait être triste, même si pour moi elle n'est pas que triste. Mais voilà, c'est le gars un peu qui apporte, c'est le Mr Bean voilà, de l'histoire. Pourquoi américain? Je sais pas. Je suis sûr, vous savez, vous aviez envie de... J'avais envie qu'il parle pas le français, que voilà, qu'il y ait un autre langage. Moi, j'adore les langues, donc j'avais envie que le clown de cette histoire parle pas très bien français. Et que représente cette première de couverture par l'éditeur? Oui, alors ça les intrigue beaucoup. Hein. Oui. Les enfants, là, qu'est-ce que c'est? On est censé être dans la peau de l'hamster ou... Ah, oh, j'adore ce que tu dis. En fait, mon éditeur, sur toutes ces pièces, sur tous ces livres, il met toujours des ballons qu'il déforme. Et c'est un peu au lecteur d'imaginer ce que ça représente. Alors moi, je me raconte, c'est bleu, le ciel, la mort, peut-être en effet le fantôme aussi, parce qu'il y a quand même un fantôme qui parle, tu te rappelles? Donc voilà, ça laisse ouvert l'imagination du lecteur, mais c'est pas du tout moi qui choisis les couvertures, ça c'est vraiment l'éditeur. D'accord. Comment vous, les fantômes, vous êtes habitués à les fréquenter? Parce que vous avez... c'est pas la première pièce que vous écrivez sur les fantômes? Non, je pense que j'écris que sur ça. Ouais. Sur ça, je rejoins beaucoup Marie. Moi, mes fantômes, ils m'accompagnent, ils me forcent à écrire ou ils m'en empêchent. C'est tantôt... Moi, je suis moins sympa avec mes fantômes, je pense, parce que des fois, c'est pas mes alliés, des fois, c'est mes ennemis. Mais oui, je pense que j'écris vraiment avec un fantôme soit sur mon dos, soit qui me pousse. Oui. Est-ce que la pièce était jouée souvent ou en ce moment? Alors, vous en êtes où de l'adaptation? Oui. La pièce, elle a été créée l'année dernière. Elle va bientôt jouer à Paris, d'ailleurs, à Vincennes. Et elle commence à être pas mal jouée, ouais. On a de la chance pour ça. Et du coup, on voulait savoir, l'hamster, il est représenté en tant qu'un vrai animal ou une peluche? Alors, il y a deux choses. C'est très pratique. Ouais, hein, le côté très pratique. Oui, c'est important. Quand on lit le livre, quand on lit l'histoire, on voit vraiment l'hamster qui meurt. Donc ça, c'est un hamster. Sur scène, bien sûr, à chaque représentation, on n'a pas sacrifié un hamster avec un couteau. Ok. Donc, on a fait une chose qui est pas mal. Il y a une sorte de ballon de baudruche. On dirait que c'est une lampe, tu vois, un peu comme une lampe. Et le ballon, c'est l'ampoule de la lampe. Et on voit juste le père mettre des gants. Et quand il touche la lampe, elle explose. Et à l'intérieur, il y a des poils. Ah, d'accord. Et c'est ça qui symbolise la mort du hamster. Et du coup, on voulait savoir comment elle est jouée la scène finale quand John il fait du hula hoop et il finit tout nu. Alors il faut expliquer qu'il finit un petit peu tout nu quand Poil. même. Ça, à poil, on peut le dire. Et on a eu pas mal de discussions avec Griwan. Je crois que c'est une question qui a beaucoup travaillé la classe. L'histoire, hein, on est d'accord? Oui. Alors, si tu demandes sur scène. Dans le livre, oui. Dans l'histoire, il finit vraiment à poil sur scène devant toute l'Amérique. Ok. D'accord. Mais sur scène, il n'est pas tout nu, mais il y a d'autres surprises qu'il faut voir, qu'il faut venir voir. Il faut venir voir la pièce pour s'en rendre compte, mais il finit pas tout nu. Ok, d'accord. Et il le raconte, donc on imagine très bien qu'il est tout nu, mais on le voit pas à poil.
D'accord, merci beaucoup. En tout cas, un petit mot quand même sur c'est une formidable pièce sur le deuil avant tout. Hein. Vous avez voulu l'évoquer de manière sensible, mais vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette question du deuil. C'est difficile parce que sans raconter aussi, parce qu'il y a un gros secret de famille. Moi, je dis toujours que je suis un auteur de comédie. Donc, j'envisage pas mes ténèbres sans la lumière qui va en contrepoint. Et avant de me lancer dans une histoire, j'ai besoin d'envisager son potentiel drôlatique. Et je le pense vraiment, vraiment comme ça. Je vois ma scène d'horreur, je vois mon drame, mais je vois surtout le potentiel comique. Et aujourd'hui, je suis plus clown, mais je pense que mon nez rouge, il a fondu dans toutes les histoires que j'invente. Et le deuil, c'est le fil d'Ariane qui relie toutes mes histoires, bien sûr, puisque je pense que quand on est écrivain, on a tous des sujets qui nous taraudent et on écrit un peu la même chose, mais en changeant d'angle, et c'est ce que je fais. Voilà. Alors, on va demander à Noam, parce qu'il y a une question aussi. Il n'y a pas Griwan qui a travaillé, les autres aussi, ils ont travaillé. Hein. Noam, tu peux te lever? Tu as une question à poser à tous les auteurs, je crois. J'avais comme question. Mets bien le micro, voilà, sous la. Comme ça? Ouais, voilà, tu vois la différence? Ça y est. D'accord. Moi, j'avais comme question, pourquoi aviez-vous tous choisi des enfants comme héros? Alors, on commence avec vous, si vous voulez bien. Qu'est-ce que ça permet et j'ai envie d'élargir l'action de Noam. Est-ce qu'on est obligé, quand on s'adresse à des enfants, littérature jeunesse, de mettre des gamins en héros ou pas? Je pense pas qu'on soit obligé d'utiliser uniquement des enfants quand on s'adresse à la jeunesse, mais en ce qui me concerne, la raison pour laquelle je choisis des enfants ou des jeunes adolescents, c'est parce que je pense que je suis complètement attardée et je suis encore dans l'enfance et encore dans l'adolescence et je suis pas tout à fait une adulte, donc je m'identifie complètement aux personnages que j'écris. Et je sais pas, pour moi l'enfance et l'adolescence, c'est une période plus libre et qui permet d'aller plus loin, et il y a moins de contraintes, il y a moins de filtres et de programmation, surtout sur un système de pensée. Les enfants sont beaucoup plus ouverts au monde, et plus que les adultes en tout cas. Laurent? Moi, j'aurais presque tendance, au contraire, à penser qu'on est un peu obligé. Simplement parce que y a un phénomène un peu assez classique qu'on connaît, qui est le phénomène un peu d'identification, et que autant je pense qu'un adulte peut s'identifier à un enfant parce qu'il l'a été, autant je suis pas sûr qu'un enfant puisse sereinement s'identifier à un adulte qui est encore un stade de la vie qu'il n'a pas connu. Donc à partir du moment où on raconte une histoire, alors qu'on vise plus ou moins pour le jeune public. Même si, par exemple, moi, quand j'écris Retour à Tomioka, je ne pense pas en me disant je vais écrire absolument un livre qui sera pour les enfants, après ça s'y prête. Mais je crois que voilà, il y a quand même un petit peu cette obligation, si on veut rencontrer ce lectorat, si on veut que notre livre, selon son contenu, son message, enfin voilà, touche à un moment donné ce lectorat-là, et ben, il faut qu'il y ait cette passerelle aidante. Marie, Antonio? Oui, je suis d'accord avec ce que les deux collègues ont dit. Ils ont raison tous les deux. Voilà. Si on constate que les livres pour les enfants, les héros sont des enfants ou des animaux, mais rarement des adultes, parce que c'est vrai que c'est deux états de l'être qui ne sont pas les mêmes. C'est pas comme si un enfant, c'était un adulte pas fini, en fait. Un enfant, c'est un être avec un certain nombre d'expériences qui sont pas, qui ne partagent pas forcément avec un adulte. Donc voilà, en fait, les autres, vous avez raison, en fait. Antonio? Et moi, je dirais que c'est un choix surtout extrêmement conscient de ma part. Je ne pourrais pas envisager d'écrire une histoire déjà qui ne soit pas pour les enfants ou les ados, mais avec un enfant ou un ado en personnage principal. Alors moi, contrairement peut-être à Mélissa, je me sens très adulte, mais c'est plus que j'ai l'impression d'avoir emprisonné l'enfant que j'étais à l'intérieur de moi. Et donc, je pense que c'est lui qui aussi m'accompagne à chaque fois pour écrire. Laurent Galandon, Retour à Tomioka, Jungle, aux éditions Jungle, dessiné par Michael Cruza. Laurent Galandon, vous êtes scénariste de bande dessinée. On vous a découvert grâce à L'Envolée sauvage en 2005.
réalisé avec Arnaud Monin. Vous avez plusieurs fois primé et salué par le critique et le public. En 2009, vous sortez Quand souffle le vent dans la collection Long Courrier chez Dargaud, mais vous n'hésitez pas à vous attaquer à des sujets graves comme le terrorisme islamique avec Chahidas ou la guerre d'Algérie avec Taya et Jazair. Voilà, j'y suis arrivé. Retour à Tomioka. Riwan, qu'en as-tu pensé? Et d'abord, fais-nous un petit résumé, s'il te plaît. Donc c'est l'histoire d'un garçon, Osamu, et sa sœur Akiko qui habitent avec leur grand-mère car leurs parents sont morts dans le tsunami de Fukushima. Un jour, leur grand-mère est morte de vieillesse et ils doivent habiter chez leur cousine à Tokyo. Osamu ne veut rien entendre et veut ramener les cendres de sa grand-mère à Tomioka dans leur ferme. Osamu décide de ramener sa sœur avec sa sœur les cendres de sa grand-mère, mais la ville est contaminée à cause de la radioactivité qui est trop élevée. Mais Osamu est là et accomplit sa mission. Alors, qu'en as-tu pensé? Alors toi, du coup, les romans, d'accord, on a compris que c'était un petit peu compliqué. Les BD, ça va mieux. Oui. Alors, qu'en as-tu pensé de Retour à Tomioka? Moi, j'ai aimé, ça m'a touché l'action qu'ils ont fait les enfants pour leur grand-mère, pour leur rendre hommage, de les laisser à côté de son grand-père et tout, où elle habite vraiment. Tu es proche de tes grands-parents, je crois. Oui. Hein? Ouais. Ouais. Alors, vas-y, on t'écoute pour ta première question à Laurent Galandon. Donc, pourquoi avez-vous choisi cette catastrophe comme toile de fond de l'histoire? Alors, pourquoi j'ai choisi cette catastrophe pour toile de fond de l'histoire? Parce qu'effectivement, tu as raison, finalement, des catastrophes, il y en a tellement qu'on pourrait en choisir plein d'autres. Je pense que j'ai choisi celle-ci parce qu'en 2011, quand arrive le tsunami puis la catastrophe nucléaire, je suis un peu bouleversé par les images qu'on voit. Et puis malgré tout un peu inquiet aussi, parce que moi j'habite à Valence, donc dans le sud, et des centrales nucléaires, il y en a plein là. Donc je me dis finalement, est-ce que nous aussi on n'est pas très fragile? Et même si ça se passe à l'autre bout du monde, c'est comme si ça résonnait chez moi de manière amplifiée. Voilà. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à interroger de ce côté-là. Mais tu vois, ça date de 2011. Et en fait, pour moi, c'est une petite graine. C'est un peu comme ça souvent, peut-être pour les raconteurs d'histoire, c'est qu'on plante une petite graine, mais ça ne devient pas forcément une histoire tout de suite. Il faut des fois un temps de latence assez long avant de dire, bah, tiens, on va s'emparer du sujet et on va commencer à écrire une histoire autour de ça. D'accord. Et du coup, est-ce que l'histoire, elle est inspirée de faits réels? Alors l'histoire, il y a beaucoup de matière réelle, c'est-à-dire que moi sur à peu près tous mes albums, j'ai besoin d'un terreau réel. Willy évoquait la guerre d'Algérie, le terrorisme, la guerre, enfin voilà, j'ai besoin de ce terreau-là. Donc par exemple les baraquements provisoires dans lesquels Osamu et Akiko vivent avec Baba, leur grand-mère, ben, ce sont des baraquements provisoires qui ont été créés au moment où toutes les gens ont été évacués. Toutes les images que vous pouvez voir dans la bande dessinée, ben, tout ça effectivement c'est inspiré de la réalité. Après les personnages globalement sont des personnages inventés, sauf un. Qui est le personnage de Natsuo dans l'histoire. Donc, Qui est Natsuo? Alors Natsuo dans l'histoire, c'est un des personnages que nos deux jeunes héros vont rencontrer, qui est quelqu'un qui a choisi, malgré les obligations, de rester dans la zone interdite pour s'occuper des animaux abandonnés. C'est-à-dire que bien évidemment, les gens sont partis en catastrophe. Donc il y avait des vaches, des moutons, des cochons qui sont restés dans les étables, mais aussi les gens, des fois, n'ont pas trouvé leurs chiens qui traînaient ailleurs, voire des autruches, parce qu'il y avait des élevages d'autruches. Donc ce monsieur, Natsuo, dans notre histoire, s'occupe de ces animaux. Sauf que Natsuo, il existe réellement, il s'appelle Naoto Matsumara. Donc c'est un petit peu son histoire. Et là, on s'est un peu approprié son trajet et on l'a injecté dans notre histoire. Et je l'ai rencontré l'an passé, donc il était plutôt touché du fait de devenir un personnage comme ça. Vous lui avez donc montré la BD? Alors elle n'était pas encore terminée, on lui a montré des images à l'époque, ouais. Parce que quand j'y étais, la bande dessinée n'était pas finie. Mais il a vu effectivement des extraits de planches et de l'appropriation de son image, quoi. Il ressemble, voilà.
D'accord, merci. Et on voulait savoir, sur la première page de couverture, tout à droite, si on regarde bien, il y a un petit signe. Et qu'est-ce que ça représente? Ça ressemble à... Le tout à petit une signe croix. tout à droite là, Oui, en rouge. rouge. Alors en fait, je pense que là c'est la couverture qui est réalisée par mon partenaire, Michael Cruza. Et honnêtement, je pense que c'est un fragment d'écriture japonaise. Voilà, simplement. Et je peux honnêtement pas t'en dire plus. Peut-être que lui saurait te répondre, mais moi pas. Moi, je sais. Toi, tu sais. Un symbole bouddhiste, en fait, je vois. D'accord. Eh ben, écoute, super. Tu vois, tu vas On va quand même vérifier l'info. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez appeler Michael, vous allez prendre les infos, vous nous les transmettrez et je ferai la circulation de l'info. Il faut toujours vérifier, avoir 2 sources au moins quand on est journaliste. Donc, D'accord. on a la vôtre, Symbole qui bouddhiste. paraît oui. pas mal, mais on va vérifier auprès de Michael. Ok. Et du coup, on voulait savoir, est-ce que vous ou le dessinateur, vous êtes allé au Japon? Oui, alors Michael Cruza, le dessinateur, il y avait été il y a des années. Tout de suite, j'arrive plus à me rappeler si c'était avant ou après la catastrophe. Il me l'a dit, mais honnêtement, là, tout de suite, j'aurais pu te répondre. Et lui, il y a passé pour le coup, je crois, 3 mois où il a fait un grand périple en vélo. Donc, il connaissait le Japon. Moi, quand j'ai écrit l'histoire, j'ai essentiellement travaillé sur de la base documentaire, donc des extraits de films, des lectures. Sur Naoto Matsumara, il y a un livre qui s'appelle Le dernier homme de Fukushima. Voilà, donc ce qu'on fait toujours quand on écrit une histoire qui s'inscrit dans des faits réels, on a une grosse recherche documentaire. Et j'ai été au Japon, mais moi, le livre était déjà bien avancé quand j'ai été au Japon, puisque j'y étais en octobre ou novembre de l'année passée. Vous y êtes allé pourquoi, du coup? Pour valider ce que vous imaginiez On y a été, oui, alors pour confirmer, mais pour être tout à fait honnête, Retour à Tomioka, c'est aussi un projet de long métrage d'animation. Et donc là, en l'occurrence, on y allait avec le réalisateur et le producteur pour aller attraper toutes ces petites choses qui n'apparaissent pas forcément dans une bande dessinée, qui sont le son, qui sont les mouvements. Voilà. Ce que je vais dire peut paraître un peu surprenant, mais un Japonais ne marche pas forcément comme un Européen. Il ne se déplace pas de la même manière physiquement. Donc c'est plein de petites choses comme ça qu'on a été chercher en vue du film. Et puis aussi des choses de l'ordre de l'atmosphère, des ambiances que moi j'avais saisies, je pense, grâce aux images, parce que les images sont quand même nombreuses sur cette catastrophe. Mais néanmoins, quand tu les vis, eh ben, y a quelque chose d'autre qui se passe. Même si c'est un peu difficile à traduire en mots, le fait qu'on l'ait vécu, ça se traduira dans le film. Et ça se traduit un petit peu dans la BD, mais honnêtement un peu à la marge. On a fait des petites corrections ici ou là en fonction de choses qu'on a découvertes sur place. Une dernière question? D'accord. Croyez-vous aux yokai, aux esprits, aux monstres de la culture japonaise? Alors, est-ce que j'y crois? Je me plais à imaginer qu'il y a des choses qui se passent et qui nous échappent aujourd'hui. Alors les yokai, peut-être juste très vite, les yokai, ce sont des personnages des légendes japonaises. Il y en a énormément. Moi, j'ai choisi plutôt les yokai sympas dans l'histoire. Et ils sont porteurs de toute l'histoire du Japon. Et je vous en dis pas plus parce qu'ils sont. C'est pas seulement des personnages d'agrément dans Retour à Tomioka. Ils symbolisent un peu autre chose aussi. Voilà. Alors, on va faire une petite pause avec la Grande Ourse 2024. Vous savez qu'elle a été attribuée à Suzanne Morgenstern cette année, une autrice incontournable. Et c'est avec elle que nous vous proposons de passer la semaine et la connaître un petit peu plus. C'est le feuilleton de la Grande Ourse et c'est maintenant. Fifi Brin d'Acier, elle est née la même année que moi. Et puis c'est mon idole, cette fille libre, sans censure, qui fait ce qu'elle veut, qui est généreuse, qui a tout ce qu'elle veut. C'est l'idéal. Fifi Brin d'Acier est toujours avec moi. Et quand j'avais des cheveux plus longs, je faisais sa coiffure. Mais j'ai jamais eu les cheveux roux.
Ce feuilleton que vous retrouverez tout au long de la semaine et des différents cafés littéraires. On finit notre tour de table sur la puissance des rêves avec vous, Mélissa Morin, avec les royaumes de Tictone, le premier volume, les reliques des morts vivants. Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement, Riwan, mon confrère, mon journaliste Donc c'est l'histoire d'un garçon qui a été placé dans un foyer car il est le seul survivant dans un grave accident avec sa famille. Son but est de trouver le royaume de Tictone, mais pour ça il faut 5 reliques. Pour les trouver, il entraîne des enfants du foyer, il trouve les 5 reliques et ouvre la porte du royaume. La question est, qu'est-ce qu'il y a dans le royaume de Tictone? Et ça, c'est pas mal, je trouve, la fin. Il vous le vend bien, hein? Ah, malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à ta question parce que la réponse se trouve dans le tome 2. Mais tu peux t'imaginer que dans le royaume de Tictone, il y a exactement ce que Thomas, le personnage principal, raconte à ses amis, ou alors peut-être que c'est autre chose. D'accord. Est-ce que ça t'a plu, cette BD? Moi j'ai aimé, c'était intriguant parce que Thomas c'est un personnage qui parle pas beaucoup. Il fait des pauses à chaque fois. Il laissait la suite de l'histoire ses amis chaque jour et racontait une partie de l'histoire. Et j'ai l'impression qu'il a plutôt un 6e sens quand il sait qui va trouver quelle relique. Et franchement, j'ai bien aimé. D'accord. Alors, tu as des questions, j'imagine. Bah oui. Bah oui, bah tiens. Pourquoi avez-vous choisi de raconter l'histoire des enfants placés? Oui, parce que il faut resituer où se place l'action. Alors pour resituer, en effet, Thomas et les autres enfants de l'histoire sont dans un foyer. Si je choisis de raconter les histoires d'enfants placés, c'était également le cas dans mon album précédent, Chien hurlant. C'est qu'en réalité, je viens d'une famille d'accueil. Quand j'étais enfant, ma famille accueillait des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est un sujet qui me touche énormément, les histoires des enfants abîmés par la vie, par leurs parents potentiellement. Et donc c'est pour ça, je ne sais pas si j'arriverai à raconter les histoires d'autres sortes d'enfants. Mais pour le moment, en tout cas, ça continue à me toucher, ça continue à avoir une grande influence sur ma vie d'adulte. Donc c'est pour ça. D'accord. Et on voulait savoir pourquoi y a-t-il de la violence physique ou verbale entre les enfants? Pourquoi il y a de la violence physique ou verbale? Alors, pas en général dans la société, Oui. parce qu'on n'aura pas le temps de faire une étude sociologique, mais dans votre livre hein, et dans ce centre. Bah oui. Parce que c'est une réalité, c'est triste à dire, mais c'est ce qui se passe en réalité. Il y a toujours de la violence entre les enfants, même je pense vous à l'école. Ça peut arriver qu'il y ait certaines violences ou des mots durs, même du harcèlement scolaire. Et pour moi, cette violence, elle permet aussi de montrer que les enfants, comme les adultes d'ailleurs, peuvent avoir du mal à communiquer. Et parfois, la seule façon qu'ils ont de communiquer, c'est par la violence physique ou par la violence des mots. D'accord, merci. Et pourquoi le héros il porte un casque qui a des cornes? Pourquoi Thomas porte un casque? Eh bien, il me semble que dans le livre, je donne la réponse. C'est sa sœur qui lui offre ce casque pour le protéger de toutes les voix étranges qu'il entend. Donc c'est une sorte de protection, un casque pour qu'il puisse être tranquille, qu'il ne puisse pas entendre les voix tout le temps, qu'il puisse s'isoler un peu dans sa bulle et qu'il se sente protégé, parce que toutes ces voix, elles sont assez effrayantes finalement, et c'est très compliqué à comprendre quand on entend des choses et que les autres ne les entendent pas. Et ce casque permet justement de résister à cette violence physique que Thomas subit en permanence. Il y a beaucoup de souffle et d'inspiration dans ce livre. Le souffle, la respiration sont importantes. Quand j'ai lu, je pensais à Alain Damasio, Furtif. C'est un univers que vous êtes proche ou pas? Alors, j'ai jamais lu Damasio, mais il va falloir que je le fasse. Par contre, j'ai vu quelques interviews. Après, le souffle, c'est aussi quelque chose qui est inspiré de ma propre enfance, parce que j'étais asthmatique et j'ai fait plusieurs séjours à l'école de souffle dans les Pyrénées, pour apprendre justement à respirer, à gérer mon souffle, à apprendre à le connaître et à le maîtriser, et surtout pour apprendre à gérer l'anxiété
et l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de notre tête quand on est asthmatique et qu'on sait que si on court 3 tours autour de la table, on va faire une crise d'asthme. Si on rigole trop fort, on va faire une crise d'asthme. Si on joue trop avec les autres, on va faire une crise d'asthme. Et ce souffle, en fait, permet d'apprendre à mieux se connaître et ne plus avoir peur de mourir en permanence et de s'étouffer en permanence. C'est une retenue, ça permet d'apprendre à se connaître. Tiens. Mm. C'est transformer un handicap en force, en fait. C'est ça ? Tout à fait. Alors, vous nous avez apporté un livre à côté. Est-ce que vous pourriez nous le présenter, s'il vous plaît, Mélissa ? Parce qu'on vous a demandé à chacun d'amener un livre un peu référence autour de la thématique de la puissance des rêves. Et là, vous avez un livre, j'adore, très abîmé. On sent qu'il a vécu, celui-là. Expliquez-nous. Alors, je vous ai amené Les Jardins statuaires de Jacques Abeille. Je ne suis pas certaine que ce soit un livre à coloriser pour les enfants, comme dirait Marie. Pour moi, en fait, j'ai choisi ce livre car c'est un livre qui représente le rêve en l'état. Et en fait, c'est l'histoire d'un voyageur. On ne sait pas vraiment où il est, si c'est dans un autre monde ou notre monde. Et ce voyageur, il tient un journal. Et dans ce journal, il décrit ce qu'il voit dans ce monde. Et dans ce monde particulier, la société, elle est construite autour de jardiniers. Mais ces jardiniers ne font pas pousser des légumes ou des fruits, ils font pousser des statues. Et le livre commence et tout est vraiment bien contrôlé, bien ordonné. Les statues sont très belles et tout est bien structuré. Et plus on avance dans l'histoire, plus les statues deviennent un peu erratiques dans leur façon de pousser. Il y a un doigt qui pousse par là, une main par là, une oreille sur un genou. Et pour moi, ça ressemble énormément un petit peu au rêve. Quand on rentre dans un rêve, tout est normal. Et on accepte totalement ce qui se passe. Mais plus on va vers le réveil, plus le rêve devient étrange, bizarre et même parfois effrayant. Jusqu'à finalement qu'on se réveille et qu'on se rende compte qu'on était endormi. Ça donne envie, hein, votre histoire. Sabine, alors tu es une collégienne aussi. Tu peux te lever et nous présenter le livre que vous avez choisi, vous et votre classe. Alors, ça s'appelle Bulle. Oui. Vas-y, on t'écoute. Du coup, j'ai ramené Bulle de Charlotte Demany et Justine Brax. J'ai choisi ce livre parce que je trouvais qu'il se rapprochait beaucoup de l'imaginaire. Parce qu'à chaque page, chaque illustration, on peut voir qu'il y a de l'imaginaire et que Bulle est toujours dans les nuages. Donc un livre, voilà, ça c'est vous travaillez dessus en ce moment ou pas encore ? Non. Non, c'est un choix plutôt personnel ou vous avez... Non, c'est un choix personnel. Un choix personnel, d'accord. On fait le tour. Laurent, vous, qu'avez-vous choisi ? Alors moi, j'ai pas le livre. Alors pourquoi j'ai pas le livre qui s'appelle L'homme qui ne comptait pas les jours d'Alberto Cavana chez La Fosse aux Ours. Alors pourquoi j'ai pas ce livre ? Parce que c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Mais nous, on l'a quand même. Vous l'avez, vous avez. On est trop fort. Super, bah voilà, oui. bravo. Mais je l'ai pas physiquement avec moi parce que donc c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres et je lui ai redonné sa destination. Il est reparti. Je l'ai offert à un ami qui probablement le lira et l'offrira par ailleurs. C'est sur une thématique qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je travaille. J'ai un prochain livre qui va sortir sur ça. C'est sur l'exil parce que pour s'exiler, partir de pays en guerre ou des choses, il faut une force du rêve qui soit assez grande. Et donc, ce livre conte l'histoire de deux solitudes qui se rencontrent, celle d'un jeune Tunisien et d'un retraité italien, qui vont tous les deux se mettre l'un avec l'autre pour restaurer un bateau. Et mettre leurs compétences respectives au service de ce bateau qui, à l'issue de l'histoire, va prendre la mer pour une destination assez inattendue finalement par rapport à ce que le sujet initial de ce livre. Et il y a notamment chez ce jeune Tunisien quelque chose qui est de l'ordre de la réappropriation de son avenir. Et voilà. Et donc je trouve que, pardon, je parle trop, me dit-on. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau livre qui parle de la force des rêves. Je vous ai rien dit, j'ai juste fait ça. Je sais pas moi. Marie. Alors moi, c'est un livre qui est écrit a priori là plus pour les enfants, qui est un livre très connu, hein, c'est un classique, qui est le premier tome d'une trilogie. C'est Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Alors il y a une série et un film qui ont été faits. Alors il faut d'abord lire le livre, hein, sinon c'est du gâchis pur et simple. Vous devez toutes et tous le lire, c'est incroyable. Hein. Une trilogie merveilleuse. Dingue. Et alors le premier, c'est de la folie. Moi, quand je l'ai lu, je peux le relire une fois par an parce que c'est des images qu'on peut se représenter. Ça ressemble à des trucs qu'on a déjà vus, mais c'est
complètement nouveau. Et les images qu'il y a dans le livre, je les avais jamais vues. L'âme distante du corps, l'âme qu'on peut arracher au corps, les ours en armure dans la neige, les gitans sur les péniches, les sorcières. Mais c'est tellement bien. Et ça nous habite, quoi. Hein. Antonio, merci Marie, merci. Oui, en 2 mots, moi j'ai choisi l'énigme Edna de Florence Hinkel. Plus récent, c'est moins un classique, mais on est plus du côté du cauchemar. On va dire que c'est une Carrie de Stephen King des temps modernes, voilà, sans pouvoir, complètement halluciné. Suite à son harcèlement, elle va un peu foutre le feu au lycée. Voilà. Ah oui, c'est vraiment carré. Ben voilà. Des livres encore et encore avec, à découvrir autour de cette thématique de la puissance des rêves. C'est la sélection Kiboukin. Petit florilège de titres à découvrir sur Kiboukin autour de la puissance des rêves. Le message de la tortue de Bérengère Cournu aux éditions Rageot. Poulain qui voulait être un zèbre de Joseph Incardona et illustré par Christophe Merlin aux éditions La Joie de lire. Minique de Marine Schneider aux éditions Albin Michel Jeunesse. Invulnérable de Damian et Alberto Sanz aux éditions Bambou. Tortue, Grand Roseau et Petit Clou de Anne Terral et Géraldine Alibeux aux éditions Les Fourmis Rouges. Et chez vous, Kiboukin. Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur slpj.fr/Kiboukin. Un grand merci aux auteurs d'avoir répondu à notre invitation. Merci Marie, merci Antonio, merci Laurent, merci Mélissa. Et merci à toi Riwan pour ton investissement et ta bonne humeur. Merci au collège Anatole France de Pavillon-sous-Bois et toute son équipe pédagogique. Je vous laisse entre les pattes de Timothée de Fombelle et François Place pour un pas de deux. À demain.